Bonjour à tous et à tous, bienvenue. Après la question de l'agriculture et de la sécurité alimentaire, nous allons aborder un autre enjeu majeur, celui de l'eau, sur le thème « Jusqu'où innover pour relever le défi de la préservation de l'eau ?» Et pour évoquer ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Juste Désiré Mondélé, ministre de la décentralisation et du développement local de la République du Congo. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Madame Christine Vallet-Coulon, maître de conférence à Aix-Marseille Université, hydrologue et spécialiste de la ressource eau en Afrique. Bonjour. Bonjour madame. Et enfin Didier Réau, vice-président de la métropole Aix-Marseille-Provence, délégué à la mer, au littoral, au cycle de l'eau, à la GEMAPI et au port. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous les trois. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je le disais, c'est un enjeu majeur des deux côtés de la Méditerranée. Récemment, s'est tenue aux Nations Unies la première conférence depuis 1977 sur l'eau, du 22 au 24 mars dernier. Il s'agissait de faire le point sur les actions en faveur du 6e objectif de développement durable, ODD 6, qui vise notamment à l'accès universel à l'eau d'ici à 2030 dans le monde. Plus de 8 ans après de la fixation de cet objectif par l'ONU, 418 millions d'Africains n'ont toujours pas accès à l'eau potable. Par ailleurs, comme l'a souligné ce matin le président des Comores en ouverture, l'Afrique est le continent qui subit le plus les effets du dérèglement climatique et bien sûr l'impact sur l'eau. Ici même, donc à Marseille, dans la région, l'eau est un enjeu crucial, nous en reparlerons. Dans ce contexte, nous allons évoquer ces enjeux en 3 parties, si vous voulez bien. La première, nous allons dresser donc un panorama de la situation des deux côtés de la Méditerranée. Nous évoquerons ensemble, enfin, la question de la décentralisation et de la coopération comme réponse à ces enjeux. Et enfin, quels sont les outils de prédiction et d'outils de scénario pour faire face à la situation. Je me tourne tout de suite vers Christine Vallet-Coulon. Je disais, donc, vous êtes hydrologue spécialiste de la ressource eau en Afrique. Peut-être pour poser le sujet, comme on le sait, les pays africains connaissent des situations très inégales face à l'eau et l'impact du réchauffement climatique est très différent d'une région à l'autre. Pourriez-vous dresser rapidement pour l'audience la situation et les situations en Afrique, car encore une fois, il s'agit de 54 pays. Merci beaucoup pour votre invitation et merci pour me donner l'occasion de m'exprimer sur le sujet. Ce que je voudrais souligner en préambule, c'est que contrairement aux autres ressources qu'on a évoquées tout à l'heure, notamment dans la question énergétique, l'eau est une ressource renouvelable et on ne l'aborde pas de la même manière. On l'aborde vraiment en termes de flux et non pas en termes de réserve et les flux que l'on compare aux besoins. Donc c'est vraiment très important d'aborder cette question en mettant en regard la disponibilité de la ressource et puis les consommations. Et il se trouve qu'en fait, les principales consommations, et en particulier en Afrique, c'est essentiellement la production agricole. Donc on peut pas vraiment, on a un lien très très fort avec le débat qui vient d'avoir lieu, parce qu'on ne peut pas dissocier vraiment les deux problématiques. Voilà, donc ça c'est vraiment un point important. Ça fait le lien avec ça fait le lien avec ce qu'on vient de dire avant. Et juste par rapport justement aux grandes régions et aux grands enjeux qui sont très divers en fait en fonction des régions. Oui, tout à fait. Donc en termes de disponibilité vraiment de la ressource, on a vraiment un patchwork extrêmement contrasté sur le continent africain, avec une zone intertropicale qui est plutôt, on va dire, globalement bien arrosée. Donc avec des problématiques qui ne sont pas forcément de sécheresse, mais plutôt de saisonnalité et plus généralement de variabilité, avec éventuellement des événements intenses, des questions des problématiques d'inondation, etc. On a toutes les zones plutôt tropicales qui sont arides, notamment la bande sahélienne, qui ont des problématiques assez différentes, mais en même temps qui sont très très liées aussi à la bande tropicale, puisque elles dépendent, on va dire, les grands hydrosystèmes sahéliens que sont le fleuve Niger ou le bassin versant du lac Tchad sont extrêmement dépendants des sources d'alimentation qui viennent du sud, avec des hydrosystèmes de surface qui sont des hydrosystèmes à des lacs et des zones humides qui sont des hydrosystèmes à fort enjeu, qui donnent un accès à l'eau pérenne, mais très localisé dans l'espace. Donc, problème de variabilité spatiale et temporelle. Et puis on a aussi des problématiques plus spécifiques à l'Afrique du Nord, dans lesquelles
la ressource en eau, on a des réserves en eau souterraine qui sont immenses, avec les aquifères sahariens notamment, mais qui sont déjà surexploités et potentiellement dont la surexploitation peut être amenée à s'aggraver encore. Voilà, donc c'est vraiment un panorama extrêmement contrasté que nous avons en Afrique. Et je voulais juste compléter ce que je viens de dire. Donc là, je viens d'évoquer un peu la question de la quantité d'eau, de la disponibilité en termes de quantité. Mais la ressource en eau, c'est aussi une problématique de qualité. Et tout ce qui est développement doit vraiment être très, très vigilant par rapport à cette question de la pollution, qui est, on va dire, une bombe à retardement en termes de développement futur et de développement durable. Très bien, merci beaucoup. Il me semblait important pour nous tous d'avoir un panorama des différentes régions. Je me tourne tout de suite à Monsieur le ministre. Donc, je le rappelle, vous êtes ministre congolais de la décentralisation et du développement local. Vous êtes également député de la circonscription de Wenzé à Brazzaville. Et la première question, c'est de rebondir sur ce que Madame a dit et de nous faire part donc, des grands enjeux de la République du Congo, notamment en matière d'approvisionnement en eau potable. Merci pour l'invitation des organisateurs. Alors, Madame a bien situé en réalité la cartographie au niveau de l'Afrique. Il y a avec ces zones, une zone aride, une zone tropicale humide. Le Congo, mon pays, fait partie de la zone tropicale humide, 342 000 km², à cheval sur l'équateur, avec donc une hydrographie abondante, une pluviométrie dense, 7 à 8 mois de pluie. Donc les eaux de surface sont bien disponibles, avec les eaux souterraines qui sont renforcées par 2 grands bassins fluviaux. Le fleuve Congo, qui est connu de tous ici, puisqu'étant le second en débit le plus fort après l'Amazonie. Et aussi, il faut le rappeler, un autre grand bassin fluvial qui est l'Okulunyari. Mais il se pose au Congo le problème du défi de la disponibilité, du défi de l'approvisionnement. Simplement, la population congolaise, en grande partie, et c'est une problématique aussi africaine, la moitié de la population vit dans les zones urbaines et périurbaines. Et donc, avec tout le problème de l'urbanisme et donc tous les enjeux de la distribution de l'eau potable. Bon, il y a aussi que le Congo s'est engagé dans la diversification de son économie. Il a été question ici on a parlé des énergies fossiles, que le Congo est producteur du pétrole et donc des hydrocarbures, du gaz aussi, et aujourd'hui engagé dans un processus de diversification de son économie et a choisi comme principale grappe l'agriculture. Donc il y a aussi le problème donc, de l'agriculture qui demande énormément de l'eau et qui a besoin de l'eau. Donc le Congo, pour me résumer, n'est pas dans la situation du lac Tchad, de la situation du sud, du Sahara, et plutôt du Sahara et du sud, mais plutôt dans la problématique des infrastructures, de comment investir, comment trouver les financements et surtout, c'est notre thématique, l'innovation, la technologie, comment faire que les eaux soient réutilisées, les eaux usées, comment faire que, à travers la technologie, qu'il y ait l'anticipation sur tous les soucis des érosions, les problèmes de l'environnement, et surtout, comment décentraliser pour donner la possibilité aux collectivités locales de s'approprier les données de l'eau, puisqu'il est important que plus près des populations, qu'il y ait cette gestion et cette distribution des eaux. On reviendra sur cette question de la décentralisation très importante et que vous avez menée à bien et qui est un des moyens les plus importants, bien sûr, avec la technologie. Je me tourne tout de suite vers Didier Réau. Donc, je disais, vous êtes vice-président de la métropole Aix-Marseille-Provence, délégué à la mer, au littoral, au cycle de l'eau, la GEMAPI et au port. Nous sommes ici donc
avec vous-même donc à Marseille, qui est elle-même dans un contexte climatique et hydrologique sans précédent, avec depuis 2020 de très faibles pluies, un épisode de sécheresse sans précédent en 2022. Quelles sont les conséquences sur les territoires et quelles sont les mesures que vous avez prises? Alors, merci de votre invitation et de me permettre d'évoquer finalement une délégation qui pourrait s'appeler déléguée au bassin versant. Parce que c'est l'ensemble des bassins versants qui compte et c'est le but et le cœur de la décentralisation en France, Monsieur le Ministre. On a cette logique de décentraliser aux collectivités, mais avec une logique de bassin versant, grand bassin versant pour, par exemple, tout ce qui est l'organisation nationale, et puis ensuite de travailler sur les bassins versants de façon à ce que l'eau, d'abord, puisse s'infiltrer au plus près de là où elle tombe, et qu'on ait une logique de gestion d'infiltration la plus grande possible. On a à peu près la même problématique, c'est qu'aujourd'hui, la consommation d'eau sur la métropole Aix-Marseille-Provence, mais plus généralement en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est l'agriculture qui consomme le principal volume d'eau. Donc on a cette thématique. La sécheresse qu'on a connue l'année dernière, elle a existé dans des temps anciens sur la Provence. Mais nos anciens ont su justement résoudre ce problème jusqu'à l'année dernière, en tout cas où on s'est fait un peu peur, en ayant des infrastructures d'alimentation en eau à partir des Alpes, via la Durance, et puis un certain nombre de canaux qui ont été faits soit pour de l'irrigation agricole, soit pour de l'approvisionnement en eau potable. Et toute la problématique pour nous, c'est de garder une qualité d'eau en eau potable qui soit la meilleure possible. Donc ça veut dire que tout au long du process d'acheminement, on doit avoir des ouvrages de qualité qui sont entretenus, qui sont surveillés, bien sûr, en termes de qualité d'eau, en termes de température. Et c'est ça qui, aujourd'hui, va nous poser un certain nombre de sujets, parce que plus la température d'eau augmente, plus elle est difficile à traiter et à rendre potable. Donc on a ces problématiques qui commencent à intervenir sur notre territoire et on a effectivement un travail à mener sur cette bonne gestion et sur laquelle on pourrait effectivement, puisqu'on parle de coopération, travailler ensemble sur ces sujets-là. Et c'est bien la logique que compte mettre à profit la métropole avec l'Afrique. Très bien, merci. On reviendra sur cette question de la coopération. Pour revenir, Monsieur le Ministre, sur la décentralisation, la Banque mondiale vient de sortir un rapport sur le stress hydrique en Afrique du Nord et au Moyen-Orient notamment, en disant qu'une nouvelle approche en matière de gestion de l'eau devrait donc mettre en valeur la décentralisation de la gestion de l'eau vers les collectivités territoriales. Et c'est d'ailleurs ce que vous êtes en train de mener avec l'application d'une loi qui a été votée dans les années 80. Mais depuis donc votre nomination, vous avez monté notamment un forum dans le cadre de la visite donc du président Macron pour favoriser à la fois une décentralisation et une meilleure coopération, puisque 14 maires français étaient présents. Est-ce que vous pourriez nous en dire un mot? Alors, merci de me permettre de faire brièvement la restitution, en quelque sorte, de notre forum, mais surtout sur le volet de la coopération décentralisée. Vous avez parlé de l'objectif 6 des ODD, mais il y a aussi l'agenda 2063 de l'Union africaine qui converge aussi vers les ODD. 2030, c'est bientôt, en fait. Et la localisation des ODD passe forcément par l'implication des collectivités locales. Et l'implication des collectivités locales, l'un des volets importants, c'est la coopération. La coopération, c'est le partage des expériences. On ne serait pas dans un rapport simplement d'attendre forcément quelque chose des pays du Nord, mais c'est de partager les expériences, par exemple en termes de stress hydrique, en termes aussi d'irrigation. Vous savez, il y a beaucoup de types d'irrigation au niveau de l'Afrique. Aussi, l'échange des technologies et le transfert aussi des technologies. Donc, oui, nous avons eu le bonheur, par exemple, de voir deux communes qui présentent les caractéristiques quasiment identiques. C'est la ville de Nevers et la ville de Kintélé. Les deux villes ont deux fleuves, la Nièvre au niveau de Nevers et le fleuve Congo au niveau de Kintélé. Et en parlant d'observer, vous savez, aujourd'hui, il y a des mécanismes à travers des satellites, à travers autres mécanismes pour
monitoriser et anticiper aussi les montées des eaux, ou alors les eaux qui tarissent. Donc, toutes ces problématiques sont partagées. Et nous allons donc bénéficier de ces échanges avec les villes françaises et les villes congolaises. Et d'ailleurs, je pense qu'avec la métropole Aix-Provence et le département, pourquoi pas avoir ces échanges d'expériences. Très bien, je vous remercie. Je vous disais donc les 3 points que je voulais je vous proposais d'aborder. C'était le panorama pour savoir de quoi on parle, pour voir un peu la diversité des situations, la question de la décentralisation et de la coopération. Et puis, donc, face à ce qu'a dit Madame Vallée-Coulon, à savoir la question de la variabilité et donc de la prédictabilité, finalement. Est-ce qu'on peut prédire les événements à venir? On sait qu'il y a eu récemment des inondations majeures en République démocratique du Congo. Enfin, il y a quand même à la fois d'un côté une sécheresse, de l'autre côté des inondations, avec des épisodes vraiment extrêmes. Comment est-ce que, dans le cadre de la coopération, on peut mettre en place des outils de prédiction, des outils de prédiction à court terme pour gérer l'année, mais aussi des outils qui permettent de dresser des scénarios? Est-ce que ça fait partie justement des enjeux majeurs de la recherche? Oui, absolument. Le fait de développer des outils de prévision à différentes échéances, en effet, c'est au cœur des problématiques. Et je dois souligner, il y a ces outils de prévision qui existent en fait dans certaines régions d'Afrique. En ce moment, par exemple, cette année, il y a eu beaucoup de problématiques d'inondation au Tchad, à N'Djamena, et ils se sont beaucoup appuyés sur un outil de prédiction qui prédisait les zones inondées à quelques jours, à 24 ou 48 heures à l'avance, et qui ainsi a pu épargner des vies humaines. Donc il y a des outils de prédiction qui existent. Ils nous ont pas attendu ils n'ont pas attendu les apports des Européens pour développer ce genre d'outils, même s'il y a beaucoup de choses qui se font en bonne intelligence et en collaboration. Je voudrais aussi parler des outils de prévision à plus long terme. Encore une fois, comme je soulignais avec la question de la pollution, la question de la ressource en eau, c'est quelque chose qu'il faut regarder sur des longues périodes de temps, à la fois quand on raisonne en termes économiques au niveau des investissements, mais aussi à la fois en termes de prévision, puisqu'on a des hydrosystèmes qui, plus ils sont profonds, plus ils sont grands, plus ils vont avoir des temps de résidence longs et donc des temps de réaction très longs. Donc des impacts qu'on peut provoquer maintenant vont se manifester peut-être dans 10 ans, dans 20 ans. On l'a cruellement constaté en Europe. Et donc, il ne faut vraiment pas refaire les mêmes erreurs que ce qui a été fait en Europe. Et les outils de prédiction, ce sont des modèles que l'on sait faire et pour lesquels le facteur limitant n'est pas tant la connaissance des processus, mais l'alimentation en données. C'est-à-dire qu'il faut ce qui est vraiment extrêmement important pour aller plus loin dans une gestion rationnelle, on va dire, de tout ça, c'est de continuer à mesurer la pluie, à mesurer les débits, à mesurer les niveaux de nappe. Et ça, c'est vraiment quelque chose, que ce soit d'ailleurs en Provence, en France, en Europe ou en Afrique, c'est vraiment quelque chose sans quoi on ne peut pas avancer. Bien sûr, et c'est une coopération internationale, comme l'a montré c'est une coopération internationale. L'importance de cette conférence aux Nations Unies qui a eu lieu en mars dernier sur l'eau, je le rappelle. Nous n'avons plus beaucoup de temps, mais je souhaiterais quand même donner la parole à chacun sur cette question des outils, et puis un petit mot de conclusion, Didier Réau, sur justement les outils que vous-même vous mettez en place pour pouvoir faire face aux différents épisodes, notamment de sécheresse. Alors, on a deux événements, les problèmes des inondations qui peuvent être soudaines avec des événements méditerranéens importants. Donc, on doit aussi avoir des outils de prédiction, en tout cas de prévision et d'anticipation des inondations, soit par ruissellement ou par débordement d'un certain nombre de rivières. Et donc ça, les documents d'urbanisme depuis longtemps ont anticipé ce genre de choses. Mais nous avons, nous, métropole, une responsabilité de micro-localement pouvoir détecter un certain nombre de dangers et d'y apporter des réponses. La réponse première, c'est d'abord de conserver des espaces naturels et d'avoir des espaces qui soient protégés, que vous avez énoncés comme des tourbières, comme des zones humides, etc. Et nous avons des espaces naturels comme vous en avez. Je voudrais parler par exemple d'un certain nombre de grands sites comme Sainte-Victoire, comme la Sainte-Baume, mais aussi le Parc national des Calanques, qui doivent rester des sites qui, par leur naturalité,
permettre justement d'avoir une qualité d'eau qui soit la meilleure possible. Et deuxièmement, le problème de la sécheresse que nous redécouvrons finalement, mais avec un équipement autour du système de la Durance, et puis nos canaux avec la Société du Canal de Provence et la Société des Eaux, qui nous alimentent en eau potable et en eau agricole, mais avec une source alpine qui peut se tarir. Et je ne voudrais pas qu'on surinterprète le phénomène de l'année dernière, où on a dit Serre-Ponçon a beaucoup baissé, ça y est, c'est la sécheresse, c'est la fin. Il a beaucoup baissé, il a baissé de quelques mètres, mais dessous, il reste 80 à 85 mètres d'eau. Donc on a des millions de mètres cubes d'eau qui sont encore sur Serre-Ponçon. Par contre, il s'est créé sur Serre-Ponçon et sur le lac de Sainte-Croix un certain nombre d'activités connexes à cette ressource en eau qui crée de l'électricité et qui nous alimente, qui font vivre tout un territoire. Et c'est ça, aujourd'hui, notre préoccupation, c'est que ce territoire puisse continuer à vivre du tourisme et que nous puissions continuer à avoir de l'eau potable et de l'eau agricole. Donc on a des outils d'anticipation qui sont basés sur la météo, bien entendu, courte et à long terme, mais aussi sur les systèmes d'enneigement et les systèmes d'alimentation en eau que nous devons préserver. Et surtout, plus que la prédiction, nous avons aussi des outils qui nous permettent de gérer au mieux la qualité d'eau, c'est-à-dire de diminuer le phénomène de fuite sur nos réseaux, de travailler maintenant sur les canaux agricoles qui nous permettent aussi d'alimenter en eau beaucoup plus économiquement, parce qu'il y a des fuites énormes aussi sur ces canaux, qui sont peu entretenus parce qu'il y a de moins en moins d'agriculteurs et que les ressources sont de moins en moins grandes. Donc il faudra trouver un nouvel modèle de gestion, là aussi décentralisé. Et donc c'est tout ça qu'il faut que nous mettions en place. Et là, nous réapprenons finalement à trouver une meilleure gestion de l'eau. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Le mot de la fin pour cette séquence. Écoutez, le mot de la fin, ça serait de saluer en tout cas les initiateurs de ce forum, déjà, pour nous permettre d'échanger. Oui, il y a la parole et les actes, mais il faut aussi les actes. Et les actes passent par la coopération, passent par les échanges d'expériences, parce que l'eau, il est dit que c'est la vie. Et l'eau, aujourd'hui, il y a beaucoup de défis autour d'eau. Il y a des défis de la sécurité, il y a les défis de l'environnement, et il y a tout simplement le défi. Vous avez évoqué la conférence des Nations Unies, et donc de l'eau pour tous. Et surtout, il y a un Blue Deal. Le Blue Deal qui émane donc de la conférence du forum, le 9e forum mondial de l'eau à Dakar. Il y a un Blue Deal, et ce Blue Deal, tous les partenaires doivent essayer de s'engager pour ce Blue Deal et surtout mobiliser les ressources, tous ensemble les ressources financières, nous entendons, pour permettre à ce que nous arrivons, en ce qui nous concerne par exemple, les pays du Sud, à moderniser les infrastructures, surtout de distribution, à aller vers des technologies nouvelles pour éviter la fuite des eaux et surtout que l'eau soit équitablement distribuée dans le monde et que l'eau ne soit plus source de conflits et que l'eau soit disponible pour tous. Je vous remercie. Très bien, merci beaucoup. Merci à tous. Effectivement, il y aura tant de choses à dire, notamment sur le potentiel guerre de l'eau. Il y a énormément d'enjeux géostratégiques qu'on n'a pas pu aborder. Mais en tout cas, merci. Ça nous a permis quand même de poser les sujets de part et d'autre de la Méditerranée. Et avec votre aide également sur le panorama de la situation donc, sur le continent. Merci beaucoup. Et nous